Et donc merci à Thierry pour cette deuxième table ronde autour d'un sujet sectoriel que sont la mobilité et les transports. C'est sans doute, d'abord c'était le deuxième sujet, le deuxième grand sujet qui était évoqué lors du rapport Villani il y a un an. C'est un des sujets également qui, au niveau européen, est un sujet à quelques centaines de milliards d'euros en termes d'impact économique sur l'Europe. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Olivier Pagès, qui est de Fly4You, avec David de Almeida de la SNCF, et puis avec Luc, que vous avez déjà vu avant, qui vient là sous la casquette NXU. Ce que je vous propose, c'est de peut-être vous présenter rapidement. Je suis le CEO de Fly4You. On exerce nos maigres talents dans le domaine de l'Internet industriel des objets. Donc on est venu à ces technos d'intelligence artificielle et de machine learning par l'usage, plus que par la technique, par leurs applications, mais j'aurai le loisir de le développer tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis David de Almeida, je travaille à la SNCF, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter l'entreprise SNCF. Je suis à la direction innovation recherche de SNCF et je suis responsable d'une équipe, d'un département technique où on traite notamment de sujets d'application des technologies d'IA à des fins exploitation et des fins aussi voyageurs, comme j'aurai l'occasion de l'illustrer plus tard. Alors, rebonjour à ceux qui m'ont entendu ce matin et bonjour à ceux qui sont arrivés cet après-midi. Donc, je suis Luc Martin de Andrade, je suis président d'une ESN d'environ 200 personnes qui est présente en France et maintenant en Angleterre. Et surtout, je suis là à titre de NextU. Je vous invite à aller voir le site web. Je ne vais pas redéployer la présentation, mais c'est un think tank dont l'objectif est d'analyser l'impact sociétal au-delà en fait, des technologies, notamment autour des NBIC. Voilà, et puis pour conclure, donc Antoine Couret, moi j'ai effectivement aussi une double casquette, puisque je suis à la fois président fondateur d'une start-up qui s'appelle GeoForecast, qui travaille dans la mobilité à partir de données de temps réel sur de la prédiction et l'optimisation des investissements dans les transports, et j'anime la table ronde plutôt sous ma deuxième casquette, puisque j'ai l'honneur de présider le Hub France Intelligence Artificielle, qui parraine la manifestation, qui est une association qui rassemble des grands groupes, des startups et des laboratoires qu'on a créés il y a à peu près 1 an et demi pour favoriser le deuxième étage de la fusée de l'intelligence artificielle en France et en Europe, qui est la partie industrialisation, démocratisation et accélération, qui est l'étage complémentaire à ce que Antoine Petit présentait ce matin sur la partie recherche ou Bertrand sur les parties data IA, 3IA, etc. Donc la partie vraiment faire en sorte que l'Europe et la France soient aussi des acteurs forts sur l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Voilà, donc si on prend la thématique de la mobilité et avec tout ce qu'on a entendu aussi depuis le début de la journée, on a un peu l'impression que, en fait, il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais on parle quand même beaucoup des GAFA, de la Chine, etc. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un déficit une des premières questions qu'on s'est posées un petit peu en préparant cette table ronde, c'est est-ce qu'on n'a pas un déficit de connaissance, en fait, de ce qui se fait déjà en France sur l'intelligence artificielle et qui, en fait, est déjà en partie opérationnel ou réalisé. Luc, par exemple, est-ce que tu pourrais nous brosser un premier panorama de côté mobilité des technologies qui peuvent déjà exister? Moi, je pense qu'il existe beaucoup de technologies déjà opérationnelles. Je ne vais pas les brosser toutes, mais mon message, c'est qu'en soi, l'IA dans le transport a une dynamique extrêmement vertueuse parce que elle permet d'optimiser le transport, ne serait-ce que quand on regarde la logistique, entre l'interconnexion, les objets connectés, le big data, les systèmes prédictifs. Donc on arrive de fait à optimiser, moins de temps perdu, on supprime les intermédiaires,
Du coup, on va beaucoup plus vite, mais on va plus vite aussi parce qu'on a des solutions technologiques, comme Hyperloop. Moi, je viens de Toulouse, il y a un site Hyperloop à Toulouse. Il y a aussi à Toulouse, au même endroit, il y a le taxi autonome, il y a la voiture autonome. Donc tout ça, ça permet effectivement de gagner du temps. C'est aussi beaucoup plus sécure, puisque moins d'accidents. L'intelligence artificielle est plus fiable que l'humain. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis dans le grand thème à la mode, c'est qu'effectivement, ça nous permet d'optimiser le CO2, puisque à partir du moment où on optimise les transports, on gagne effectivement en émissions de gaz à effet de serre. Donc on est dans une logistique intelligente, dans du transport intelligent dans les villes. Il existe des systèmes effectivement qui maintenant permettent d'aller assez loin dans les villes. Donc c'est l'autonomie aussi versus transport collectif, parce que quand on rentre dans son véhicule autonome et qu'on n'a pas à aller prendre un transport collectif qui est contraignant en termes d'horaire, là on fait ce qu'on veut et puis en même temps on peut travailler. Donc c'est effectivement positif. Donc, si on regarde un peu, il y a une accélération extrêmement forte, puisque je ne pense pas qu'autour de 2010, beaucoup de gens pensaient qu'on allait atteindre le véhicule autonome. Quand on voit que les GAFA, que l'on cite souvent depuis ce matin, s'intègrent aussi dans le monde de la technologie des véhicules, que d'ailleurs les constructeurs automobiles leur font appel pour gagner du temps. Donc, technologiquement, je pense qu'on est extrêmement au point, quoi. Alors, pour être très concret... Olivier, de ton côté, là, chez Fly4You, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que vous mettez déjà en place et ce qui existe concrètement avec des systèmes d'intelligence artificielle déjà très avancés et embarqués? Alors, comme je disais tout à l'heure, on vient du monde de la logistique et de l'industrie, et en fait, on est venu à ces techniques par les usages. Notre métier, c'est de faire parler tout ce qui bouge dans l'industrie. Alors, ça va de la palette au wagon, en passant par les containers, les tourées de câbles et autres bennes et remorques, et qui ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de source d'énergie propre. Donc il faut utiliser des technologies qui sont très peu consommatrices d'énergie, qui en gros, l'Internet des objets, c'est en gros 2 fonctions sur des devices de ce type, 2 grandes fonctions, on crée la donnée, et deuxièmement, on a un système de transmission de données qui passe par des réseaux. Alors on est assez bon en France sur ce type de réseau, puisqu'en fait, les 2 réseaux qu'on considère comme étant en low power one, c'est-à-dire utilisant le moins d'énergie possible, sont soit d'origine française, soit française. Et puis ensuite, c'est envoyé dans le cloud où on traite la donnée, mais c'est pas un traitement de données, puisqu'en fait, il y a très peu de messages qui sont donnés, qui sont créés, traités pour de taille le volume est extrêmement faible, et on définit des KPI, des indicateurs, à partir de ces données brutes. Nous, il nous est arrivé en fait on travaille sur 4 verticales métiers, les tourées, les bennes, les remorques et les supports de manutention. Il nous est arrivé parce qu'on veut travailler en profondeur sur chaque verticale, on est arrivé en fait à toucher la limite de ce qu'on pouvait créer comme valeur avec ces données brutes, donc qui sont globalement autour de la géolocalisation, du suivi de température et du capteur de mouvement. Alors il faut savoir que le capteur de mouvement crée beaucoup de data. Pour tout vous dire, 15 minutes de data produite par un accéléromètre sature les réseaux en question pendant 1 an. Donc si on voulait aller plus loin, et ça a été le cas par exemple dans le cas pour savoir si une marchandise était sur un camion pour calculer la date d'arrivée de la marchandise, ou je vais faire rapide, mais le calcul d'une longueur résiduelle de câbles sur un touret, qui sont des grosses bobines de câbles utilisées par Orange ou de fibres qui sont utilisées par les industriels, eh bien il nous fallait traiter la data venant de ce capteur de mouvement. Et on a été confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est la bande passante très faible, comme je vous disais, on ne pouvait pas faire passer toute la data pour la traiter dans le cloud. Et la deuxième, c'est que si on faisait ça, et même si on avait la possibilité de le faire, la consommation d'énergie, il faut savoir que la consommation d'énergie est très limitée dans ce type d'outils, c'est une autonomie de 5 à 6 ans. Si on traitait la donnée dans le device, eh bien, on dégradait l'autonomie d'énergie énormément, puisque les premiers tests nous ont fait réduire les autonomies de 80%. En fait, je voulais la faire courte. En fait, on est arrivé avec l'intelligence artificielle embarquée, avec des process de machine learning, à traiter la data à l'intérieur du device,
pour envoyer un résultat dans le cloud et pour atteindre ce type d'objectif. Donc, j'étais un peu étonné par ailleurs ce matin de ne pas entendre parler de consommation d'énergie. Je pense que on a raisonné ce matin en énergie infinie. Il faut savoir qu'on n'est pas en énergie infinie et notre génération, même si j'ai peu de cheveux et ils sont blancs, on est conscient que la période d'énergie infinie est derrière nous. Et nos enfants et nos petits-enfants vont vivre dans un monde où l'énergie sera finie. Donc l'intelligence artificielle prendra toute son ampleur, le machine learning prendra toute son ampleur de plus en plus en local. C'est-à-dire il faudra traiter la donnée en local. C'est vrai pour la voiture autonome, ce sera vrai pour ce type d'actifs où on trouve tous les jours des applications en matière de traitement de données à l'intérieur de nos devices, donc des objets qui vont devenir de plus en plus intelligents et qui vont consommer de moins en moins. Donc je pense qu'il y a un pan de valeur qu'il faut qu'on envisage tous autour de ces tables, c'est que dans cet amphi, c'est comment on va pouvoir faire les arbitrages nécessaires pour consommer de moins en moins d'énergie, avoir de plus en plus de valeur, peut-être faire des arbitrages sur le type d'algorithme, sur le type de techno. Je pense qu'en France, on a une avance, on a peut-être un quart d'heure à une demi-heure d'avance. Je pense que les États-Unis et la Chine travaillent plutôt sur des logiques d'énergie infinie. Nous, on a peut-être un quart d'heure ou une demi-heure d'avance sur ces logiques de consommation d'énergie finie et contrainte. C'est un peu le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle réussit à être déjà industrielle, y compris dans avec des petites entreprises, et de façon assez frugale. Et du coup, comment, David, comment ce niveau d'intelligence artificielle se déploie aussi dans des entreprises un tout petit peu plus grandes? Alors, bon, moi je vais vous parler effectivement de certains éléments qui existent déjà au sein de l'entreprise SNCF, que ce soit par rapport à des enjeux industriels, au niveau de la conduite des opérations, ou bien que ce soit aussi par rapport à notre relation avec nos agents et nos clients, bien sûr. Voilà. Je vous parlerai à la fois de choses qui existent et puis de choses qui offrent de réelles opportunités pour poursuivre des activités de recherche, ce qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi. Au niveau Alors, ce que je voudrais dire de façon très générale par rapport aux éléments qui existent déjà, c'est que toutes ces initiatives, ces résultats sont issus d'initiatives qui sont menées au niveau des diverses activités de l'entreprise SNCF, que ce soit du côté de SNCF Réseau, au niveau de tout ce qui est gestion, exploitation du réseau, au niveau des transporteurs, que ce soit Transilien, Voyage, etc., qui œuvrent dans ce sens-là, et le tout, bien sûr, étant accompagné par tout ce qui a été mis en place au niveau de la transformation digitale de l'entreprise, avec ISNCF, et donc en particulier tout ce qui est logé au niveau de la direction digitale. Après, au niveau des opportunités, de l'existant et des opportunités, moi je verrais ça plutôt à trois niveaux. Premier niveau qui est tout ce qui est en lien avec des enjeux industriels. Deuxième niveau, tout ce qui va concerner l'interaction humain-machine, l'assistance à nos agents, à nos voyageurs. Et troisième niveau, des sujets bien évidemment en lien avec le thème de la sécurité, de la cybersécurité. Au niveau industriel, on peut faire plusieurs sous-chapitres, mais bien sûr, on a des choses qui existent déjà au niveau sur la thématique de l'automatisation, enfin des choses qui existent et qui nous intéressent, automatisation de certains process de surveillance de l'infrastructure pour aller améliorer la performance de la surveillance de l'infrastructure. Essentiellement, enfin, ce qu'on regarde beaucoup, c'est bien évidemment les techniques de vision artificielle, pour aller détecter un petit peu les points qui nous embêtent au niveau du réseau, quitte à ce qu'après il y ait un contrôle humain de ces sujets. Autre thème au niveau de l'automatisation, qui est aussi un thème, pour le coup, avec de l'actualité et des perspectives en recherche, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour du train autonome, le développement du train autonome, avec bien évidemment beaucoup de sujets de vision artificielle appliqués à différents cas d'utilisation de détection de la signalisation, détection d'obstacles, etc. Avec, et on y reviendra sans doute plus tard dans la table ronde, aussi aujourd'hui des verrous, des sujets qu'on a du mal à traiter de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu automatisation. Sur la partie optimisation, capacité prédictive, bien sûr, il y a déjà beaucoup de choses qui sont à l'œuvre sur tout ce qui est optimisation des planifications de ressources, avec des techniques qui ont déjà un pied dans l'IA, mais qui ont un pied
avant l'IA, je pense aussi aux techniques d'optimisation, de recherche opérationnelle. Et puis après, beaucoup de choses qui tournent autour de l'exploitation de données, la collecte de données, l'exploitation de données, pour faire des prédictions diverses et variées, prédictions de flux, prédictions de retard, et puis aussi prédiction de défaillance de système. Voilà. Donc là, on touche le domaine de la maintenance prédictive, avec des cas d'application qui fleurissent à droite à gauche, prédiction essayer par exemple d'instrumenter où est-ce qu'on doit intervenir sur des sujets de végétation, sur des sujets de différents suivis de sous-systèmes techniques, prévision de retard, j'en ai parlé, prévision d'affluence, prévision de flux aussi, essayer de mieux anticiper les flux pour mieux déployer les ressources. Enfin, à ce niveau-là, toujours au niveau des enjeux industriels, il y a un troisième chapitre qui tourne autour de tout ce qui est aide à la décision pour gestion des opérations en temps réel. Alors bien sûr, avec des approches classiques issues encore une fois des communautés d'optimisation de recherche opérationnelle, mais au-delà, des approches qu'on cherche aussi à hybrider, avec des approches apprenantes qui nous permettent de tirer parti de ce qui s'est passé, d'observer le passé pour être un peu plus performant, soit sur la capacité à paramétrer nos algorithmes, soit pour la capacité à prendre de la décision. Donc là, bien sûr, gestion des circulations, adaptation de plans de transport de façon réactive, et puis aussi, et un petit peu plus demain encore, supervision assistée de périmètres de production qui sont de plus en plus larges, de plus en plus complexes. Comment est-ce qu'on peut aider nos opérateurs? Donc ça m'offre une transition vers le deuxième point qui est l'interaction humain-machine et l'assistance qu'on peut apporter à nos voyageurs et à nos agents. Donc là, premier volet, c'est toute l'information temps réel personnalisée, dans le sens dépendant du contexte de notre voyageur, et aussi tenant compte de ses émotions, de son stress, etc., qu'on peut apporter auprès de nos clients, de façon fluide, c'est-à-dire aussi en investiguant des modalités d'interaction qui ne sont pas uniquement appuyer sur un écran tactile ou passer un coup de fil ou aller au guichet. Voilà. Du côté de nos agents, ce qu'on peut noter, c'est on exploite les techniques d'IA pour apporter de l'assistance à nos agents, par exemple en déployant des travaux autour de l'analyse documentaire pour aider nos agents à mieux questionner les nombreuses couches de référentiels dont on dispose à SNCF, de les questionner de manière plus efficace, de les aider aussi à avoir un diagnostic plus précis et plus rapide par rapport à des situations de dysfonctionnement qu'ils doivent traiter en exploitant ces référentiels, ces manuels. Et donc ça, c'est à la fois c'est du traitement automatique du langage à base de corpus descriptif, mais aussi on cherche évidemment à mettre en place des logiques d'apprentissage pour aller apprendre sur les retours d'expérience, ce qui présuppose d'ailleurs d'être en capacité de lire beaucoup de choses qui soient notées à la main aujourd'hui. Voilà. Et enfin, sur ce sujet-là, des interactions humain-machine, là on est plus en train de parler de choses qui nous regardaient devant. Il y a pas mal de sujets à regarder autour de la compréhension et de l'anticipation, de la vigilance, du stress, de la charge mentale, typiquement de nos agents. Voilà. Enfin, que ce soit un agent de conduite, que ce soit un agent qui est en train de superviser un environnement d'exploitation, il y a de la valeur à comprendre et anticiper cet état cognitif pour pouvoir après, par exemple, aller adapter des interfaces, aller adapter l'interaction humain-machine en fonction de ça. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Enfin, dernier domaine, sécurité, cybersécurité. Je vais être assez succinct sur ce sujet-là, non pas qu'il ne soit pas important, mais il y a des gros verrous. On travaille dans un système, au niveau du système ferroviaire, transport en public, on est sur un système avec un principe de security by design, avec des preuves de sécurité qui sont assez exigeantes, et donc ça soulève plein de sujets par rapport à notre capacité à prouver le bon fonctionnement d'un système qui embarque des technologies d'IA. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Sur la cybersécurité, bien sûr, dans un contexte de digitalisation croissante de l'exploitation ferroviaire, il y a des sujets de cybersécurité à traiter, aussi bien au niveau du monitoring des flux, des systèmes d'information, qu'au niveau de tout ce qui est sécurisation des couches télécoms. Et là, il y a sans doute un apport assez important à aller chercher du côté de l'algorithmique en IA. Mais du coup, effectivement, ça offre une transition assez naturelle vers les questionnements sur justement les verrous, les réglementations. Qu'est-ce qu'il y a à lever aujourd'hui, puisque les choses sont déjà en partie en place. Olivier, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu verrais
comme levier pour accélérer et faire en sorte que ce qu'on peut déjà voir côté mobilité se répande encore plus au niveau national, voire au niveau européen, voire au niveau mondial. Nous sommes concernés par des données B2B, donc qui sont quand même beaucoup moins sensibles que les données dont on a parlé ce matin. Alors si on fait un peu de prospective, on est très peu nombreux à travailler sur ce type de techno implanté dans des devices autonomes en énergie. Et on a du mal à trouver les professionnels qui sont capables de jouer, enfin, d'arbitrer entre qualité des algorithmes et conservation de l'autonomie d'énergie. Nous, ce point-là est clé, puisqu'en fait, notre promesse vis-à-vis des industriels, c'est de pouvoir créer le maximum de valeur, de rendre intelligents des objets qui, par nature, ne le sont pas, identifier un certain nombre de phases de leur vie qui a du sens dans leur process industriel ou dans leur vie de marchandises ou de support de manutention, tout en conservant cette énergie suffisamment longtemps pour ne pas courir après eux pour recharger les batteries. On a du mal à trouver des compétences dans ce domaine qui est extrêmement nouveau. C'est pour ça que je pense que c'est un secteur et un vecteur de progrès de demain et de valeur au niveau français et au niveau européen, parce que je pense que même si, comme on le disait ce matin, les Américains et les Chinois ont évidemment, peut-être aussi parce qu'ils ont des gisements de data supérieurs aux nôtres, plus avancés que nous, autant sur cette contrainte de consommation d'énergie, nous avons un peu l'impression qu'on a un petit quart d'heure d'avance et il serait dommage de le perdre. Alors pour ne pas le perdre, de mon point de vue, il faut peut-être créer autour de projets toulousains. Vous avez dû voir que je ne suis pas très très loin de là au vu de mon lourd accent du sud-ouest. Mais je pense qu'il serait intéressant dans des projets de si grande ampleur d'intégrer cette dimension énergétique qui a des vrais impacts en matière de choix techno. Et je pense que là, on a un coup à jouer parce que demain, comme je le disais, l'énergie sera comptée et ça modifie quand même très très fortement, et on l'a vu par expérience, le type de techno qu'on peut embarquer et qui est complètement différent de celle qu'on peut avoir dans un cloud à énergie je dirais, quasiment infinie. Du coup, est-ce que, par exemple, là c'est un critère énergétique qui pourrait, en termes de réglementation, de standardisation, potentiellement être un des critères qui donne à l'Europe une sorte de longueur d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui, côté réglementation, côté lien entre citoyens, réassurance sur les transports et la mobilité, la réglementation est suffisamment moderne pour pouvoir accélérer pour avoir discuté avec des spécialistes, je ne suis pas spécialiste du transport, mais j'essaie d'analyser et faire un point de situation. On a entendu déjà tout à l'heure, et comme je l'ai dit, que finalement les technologies sont déjà bien avancées pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Mais bon, aujourd'hui, on est quand même sur des réglementations qui sont relativement anciennes et il faudrait qu'elles se reglobalisent, qu'elles prennent le problème dans sa globalité, et plutôt que d'avancer un peu au coup par coup. Alors, je vais faire un peu de philosophie là pour reprendre un peu un exemple. En fait, quand on arrive à la réglementation, on revient de l'éthique et on remonte en amour par la morale. La morale, c'est l'absolu, c'est la norme. L'éthique, c'est son application pratique. Et puis de l'application pratique, on regarde s'il est souhaitable ou non de réglementer. Alors, l'exemple tout simple de nos algorithmes, en fait, de quoi s'agit-il ? On délègue des tâches et donc on délègue des responsabilités à la machine ou à une entité juridique ou à ses concepteurs. Donc on est en face d'un problème d'incompréhension par rapport à un système qui est intégré dans l'algorithme. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas aujourd'hui des outils qui permettent de commencer à rentrer dedans, mais quand même le législateur est en face de ce problème-là. Et puis on peut aussi d'ailleurs donner la main à des utilisateurs pour paramétrer eux-mêmes leurs choix éthiques, par exemple dans un véhicule autonome. Donc
On est en face, malgré tout, je l'ai dit tout à l'heure, quand même d'une fiabilité supérieure de l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine. Alors pourquoi ? Parce qu'on rationalise, c'est-à-dire quand on fait un choix éthique, on est dans une démarche de rationalisation versus le choix humain qui est un choix impulsif. Quand je remonte sur la morale et sur l'absolu, est-ce que des choix culturels d'un pays en Asie par rapport aux choix culturels en Occident, est-ce qu'on va faire les mêmes choix et les mêmes choix donc qui vont influencer du coup l'éthique et donc peut-être sans doute la réglementation? Il est possible qu'il y ait des différences. Et donc la question de l'intégration de l'éthique dans les algorithmes, est-ce qu'elle va diluer nos responsabilités, oui ou non? La question est cruciale parce qu'en fonction de la réponse que l'on va apporter, on va peut-être apporter une réponse en termes de réglementation. Alors je prends un texte de la CNIL qui dit « Dilution de responsabilité apparente dans un algorithme déterministe ». Moi, je ne trouve pas que ce soit vraiment une dilution de responsabilité puisque jamais l'éthique n'a été aussi rigoureuse à partir du moment où on a commencé à la réfléchir, à la penser et à l'intégrer dans nos algorithmes. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on déplace donc les limites entre le possible et l'impossible pour donc redéfinir les limites entre le souhaitable et le non souhaitable. Et alors, à partir du moment où l'éthique éclaire le droit, à partir de quand faut-il réglementer? Ça, c'est la question. Parce que cette réglementation va avoir un impact nécessaire sur notre évolution technologique. Alors, si on prend quelques problèmes un peu concrets, donc les gouvernements pourraient interdire à monsieur tout le monde de conduire ses voitures, puisque l'intelligence artificielle est plus fiable. Et d'ailleurs, du coup, les assurances vont se comporter différemment selon que tel constructeur auto va avoir plus ou moins d'accidents. Ce matin, je citais Max Tegmark, là, qui est un chercheur MIT, qui a écrit un livre que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle « La vie 3.0 ». Lui, il dit « Dans la recherche de responsabilité juridique en cas d'accident, il y a un risque d'inflation contentieuse envers les entreprises rendues responsables. » Alors, voyez ce qui s'est passé avec Volkswagen, voyez ce qui s'est passé récemment avec le 737 MAX. Il peut, bien sûr, dès l'instant qu'on cloue des avions au sol, ça a un impact économique, ou le Concorde par le passé. Donc si on fait la même chose avec nos technologies, ça va avoir un impact aussi sur nos développements économiques. Donc la réglementation, je le disais tout à l'heure, doit être pensée en intégrant des notions nouvelles. Par exemple, on ne réglemente pas les data, on a parlé de data tout à l'heure, et notamment de data dans la santé, on ne les réglemente pas de la même façon que dans la finance. Et donc tout ceci est extrêmement impactant et susceptible de freiner le progrès d'un pays à l'autre. Et donc le problème principal, c'est donc pas la techno, mais c'est la réglementation, l'État. Autre exemple, pour les avions taxis, faut-il garder un pilote? Oui, non. Faut-il, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas survoler les zones habitables, donc là il faudra peut-être pouvoir le prévoir. Et qu'est-ce qu'il faudra prévoir comme système critique répliqué dans l'avion taxi versus les gros porteurs, parce que ça coûte très cher. Donc tout ça, aujourd'hui on est dans une situation où les États tentent de freiner plus ou moins les évolutions technologiques avec une réglementation coup par coup. Moi j'ai tendance à l'appeler la réglementation de l'émotion, donc il n'y a pas de vision globale, et puis quand on s'est trompé, on ne fait pas marche arrière. Et donc avec une vision qui est plutôt orientée 20e siècle que 21e siècle. Sachant que je ne sais pas si les politiques sont bien entourés ou eux-mêmes comprennent bien les problèmes technologiques. Donc il y a véritablement une vraie question à se poser sur la réglementation si on veut faire avancer les choses. Et aujourd'hui, typiquement, ce problème-là, il est pris comment côté SNCF? Parce que David a parlé de pas mal d'expérimentations, pas mal de problèmes également pour passer à l'échelle réellement industrielle. On voit avec ce que Luc dit qu'il y a des réglementations qui de fait existent déjà, parce que le problème de Volkswagen sur le diesel ou du Boeing 737 MAX n'a rien à voir avec des sujets d'intelligence artificielle ou de données. Mais aujourd'hui, pour aller plus vite côté SNCF, de quoi vous auriez besoin? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a quelques leviers à explorer, il y a quelques freins à essayer de lever pour accélérer la mise en œuvre des technologies d'IA dans tout ce qu'on peut faire. Le premier point, je l'ai un peu effleuré précédemment, c'est tout ce qui est en lien avec les démarches actuelles de certification, de démonstration, de preuve de sécurité. Qui effectivement, pour le coup, ne sont pas spécifiques à l'IA, mais pour autant, c'est une forme de legacy avec laquelle on doit opérer.
avec laquelle on fait déjà la preuve de fonctionnement des systèmes qui existent, et quand on veut, par exemple, embarquer des technologies d'IA dans des systèmes critiques, dans des systèmes qui vont être chargés, par exemple, de lire de la signalisation, des choses comme ça, on a une preuve de sécurité assez puissante à faire par rapport à aux autorités qui autorisent la circulation des engins. Et aujourd'hui, ce sont clairement des problèmes qui sont ouverts par rapport à certaines technologies d'IA, de type réseau de neurones apprenants. Là, ça nécessite, je pense, un chemin dans les deux sens, à la fois un progrès scientifique sur ces technologies-là pour les rendre un peu plus compatibles avec notre démarche de certification. Et ça nécessite aussi sans doute une revisite, un aménagement de nos procédures de certification. Et donc on a des travaux aujourd'hui qui sont en cours sur ces deux sujets. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi notre capacité quand on est en cours de conception de tels systèmes, notre capacité à les expérimenter pour générer de la donnée qu'on a besoin pour faire de l'apprentissage, notre capacité à les expérimenter pour qualifier les approches technologiques, et ça, c'est pas toujours facile à faire au sein d'un système qu'on continue d'exploiter. On n'arrête pas le système ferroviaire pendant qu'on fait des expérimentations. Il faut trouver des plages d'espace et de temps qui soient adéquates. Bon, par exemple, on fait des essais pendant les vacances scolaires, parce qu'il y a moins de trains, parce que les populations ne sont pas les mêmes. On va aussi travailler par rapport aux approches de certification pour générer notre donnée. On va passer pour certains sujets par des approches d'homologation virtuelle. Voilà, c'est des sujets qu'on peut chercher à regarder. Et puis enfin, sur ce sujet certification, je pourrais encore en dire beaucoup, mais c'est un sujet qui est important. Troisième point que je voulais évoquer, c'est aussi la capacité à passer à l'échelle. On en a parlé tout à l'heure, capacité à passer à l'échelle, surtout quand on est dans un contexte industriel. Il y a plusieurs sujets qui doivent être adressés, qui ne sont pas spécifiquement réglementaires, qui vont être d'ailleurs plus d'un point de vue, certains d'un point de vue économique, d'autres qui vont être aussi un peu réglementaires quand même, mais d'un point de vue économique, c'est tout ce qui est, pour passer à l'échelle, dans un milieu industriel, tout ce qui est coût de l'acquisition et de la mise en qualité de la donnée, et des données dont on a besoin pour aller après alimenter nos algorithmes apprenants. Ça, c'est le premier point. C'est un point qui, de mon point de vue, est exacerbé quand on est dans un milieu où le legacy, le système, par exemple le système d'information historique, est assez prégnant, et il y a toute une transition à imaginer par rapport à ça. Bon, ça, c'est le travail aussi de ISNCF là-dessus. Il y a un autre point qui me paraît important, c'est en particulier quand on est au niveau de systèmes industriels, c'est le rapport à l'erreur. Le rapport à l'erreur, alors aussi bien quand on est... il faut qu'on ait les moyens de pouvoir valider les algos, donc de pouvoir comparer effectivement est-ce que ça marche ou pas, qu'est-ce que ça apporte ou pas par rapport à d'autres approches. Et rapport à l'erreur aussi, quand on se trompe sur une recommandation, sur un scoring sur du marché en ligne, sur de l'internet en ligne, en B2C ou en B2B, c'est sans doute, je pense que les conséquences ne sont pas les mêmes que quand on se plante sur une prédiction dans un système industriel, sur l'état d'un composant ou sur l'état d'un signal qu'on vient de lire. Voilà. Donc ça, c'est juste, il y a des sujets qui sont quand même différents à ce niveau-là. Par rapport à ça, j'ajouterai aussi deux exigences qui sont un peu sous-jacentes à ce que j'ai pu dire. La première, c'est... on peut la raccrocher au niveau de au facteur sécurité. On peut aussi la raccrocher au sujet facteur humain, l'exigence de transparence sur les algos. Transparence, interprétabilité. C'est d'autant plus difficile de faire la preuve de sécurité qu'on ne sait pas bien comment la boîte noire fonctionne. Ça, c'est le premier point. Et le facteur humain, il est aussi lié à ça parce qu'on a besoin de pouvoir expliquer à nos agents comment ça marche pour qu'ils puissent se l'approprier, pour qu'ils puissent interagir avec. Et c'est quand même un facteur majeur. Enfin, dernier point, on a aussi besoin de ces sujets de transparence pour porter une exigence d'éthique et des valeurs de confiance vis-à-vis de nos agents et vis-à-vis de nos clients. Voilà. Juste pour revenir sur les deux derniers points notamment, aujourd'hui, comme Luc le disait, il y a déjà des réglementations qui sont
sont en place. Mais sur ces deux points-là, est-ce que côté SNCF, tu considères que le sujet à la fois de la réglementation, de prise en charge des zones d'expérimentation pour pouvoir faire apprendre les algorithmes et tout ça, et après d'homologation virtuelle, est déjà pris au niveau français, au niveau européen ou pas encore? Alors j'ai sans doute des collègues dans la salle qui seraient mieux placés que moi pour répondre à cette question. Moi, ma perception aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qu'on essaye de porter à différents niveaux, que d'un point de vue opératoire, on s'efforce de traiter de façon ad hoc, en fonction des projets, en fonction des périmètres sur lesquels on travaille. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut toujours qu'on soit clean par rapport à la législation qui est appliquée et en vigueur à un instant donné. Après, effectivement, il y a plein d'interactions, que ce soit au niveau national ou européen, pour essayer de partager ces sujets-là avec d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls transporteurs ferroviaires à avoir ce type de sujet, pour essayer après d'aller infléchir la législation. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ces sujets-là, surtout quand on touche des sujets de sécurité. Alors si on veut infléchir la législation, c'est des sujets qui prennent toujours un petit peu de temps. Olivier, tu nous disais qu'on est plutôt prêt, on est plutôt en avance sur la partie embarquée. Pour autant, est-ce qu'on risque d'avoir des nouvelles évolutions technologiques qui mettent encore en rupture cette partie-là? Je voudrais revenir donner une petite vision business. En écoutant ce qui se dit ce matin et à l'instant, on est quand même face à une situation où je me rappelle qu'à l'époque, on disait la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Aujourd'hui, le pétrole, c'est la data. Et là, on est en train de se poser la question de savoir si on a le droit ou pas de l'utiliser. Les startups qui travaillent sur ces sujets, les entreprises qui travaillent sur ces sujets ont besoin de pétrole, ont besoin de data. Moi, je serais quand même partisan qu'on puisse, avant d'attendre que le législateur règle tous les problèmes et nous rassure tous sur l'utilisation de ces datas, qu'on puisse donner entre-temps la capacité à nos ingénieurs, qui sont plutôt des bons ingénieurs, pas nécessairement mal intentionnés, de pouvoir travailler sur ces techniques et avancer et au moins ne pas rater les trains SNCF qui vont passer par les gares chinoises ou les gares américaines. Alors j'aurais plutôt moi une proposition à faire, c'est de dire travaillons sur un périmètre donné durant un temps donné, mettons à disposition sur une région, j'en connais une qui est Midi-Pyrénées ou Occitanie, faisons une espèce de moratoire pendant un temps 6 mois, 1 an, je ne suis pas un spécialiste, et donnons l'ensemble de ces datas dans un cadre législatif bien défini pour que la matière première nécessaire à nos startups qui travaillent sur ces technos puisse avancer technologiquement. Sinon, le match va être perdu évidemment face à des États qui n'ont pas nécessairement les mêmes références que nous en matière démocratique et qui vont avancer 10 fois plus vite que nous. Donc, oui, sécurité des data, oui, il faut faire attention à l'utilisation, mais attention aussi à donner des moyens à nos ingénieurs et à notre technologie de ne pas perdre les matchs alors qu'on peut les gagner. Et si on veut gagner ces matchs, ça veut dire qu'effectivement, c'est aussi des jobs pour les ingénieurs. C'est quoi, Luc, les grands types d'emplois qui vont être bougés, changés, créés dans ce secteur? Alors, avant de parler justement des grands types d'emplois, qu'est-ce qui va en être de ce que l'on appelle la destruction créatrice, qui a été annoncée et vérifiée à chaque révolution industrielle par Schumpeter. 5 minutes, il va falloir que je fasse vite. Alors, pour mémoire, l'idée c'est de dire que le nouveau se met à côté de l'ancien, donc les nouveaux marchés se mettent à côté des anciens et les concurrences jusqu'à les étouffer et les tuer, et en recréant plus d'emplois qu'il n'y en a de détruits. Le problème, c'est le temps entre le moment où les emplois sont détruits et les moments où les emplois sont créés, vers ce qu'on appelle la synthèse créatrice, le moment où... Et aujourd'hui, on est en face d'une accélération technologique forte. D'où débat, il y a un débat en interne d'ailleurs dans le think tank NextU pour savoir si Schumpeter aura raison, encore une fois, ou pas. Parce que malgré tout, ce n'est pas une vérité scientifique. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je laisse les gens discuter.
partager pour avoir une opinion, mais je préfère ne pas avoir d'opinion à ce stade. Je pense qu'on ne connaît pas vraiment la trajectoire. Donc, des emplois, il va s'en créer. J'accélère. Il va s'en créer. Bon, typiquement, ça peut être des spécialistes de l'éthique pour les véhicules autonomes. Les chauffeurs de poids lourds, par exemple, les métiers vont évoluer puisqu'il y a de plus en plus de technologies embarquées pour peu que derrière, on leur alloue des voies dédiées au transport routier. Et donc, ça sera un métier complètement différent. Des coordinateurs, on a parlé de logistique tout à l'heure, hein, qui seront des coordinateurs logistiques à la frontière de la techno et de l'IA. Voilà, des métiers autour de la conception pour les villes intelligentes. Donc tout ça, et je suis loin d'être exhaustif, c'est quelques exemples ça et là, il peut s'en créer rapidement. Je reviens sur l'histoire de la réglementation, en fait, hein, puisque le temps de ce que j'ai appelé la convergence créatrice peut être potentiellement long, enfin de la destruction d'emplois jusqu'à la création, c'est là que le législateur a intérêt à faire très attention, parce que selon les décisions qu'il peut prendre, il peut soit accélérer, soit décélérer la création d'emplois. J'ai fini. Merci. Alors effectivement, comme on a la SNCF, on va faire en sorte d'être à l'heure. Quelques questions dans la salle peut-être. Oui, je vous en prie. Vous n'avez pas abordé la question de la propriété et de la mutualisation des usages. Par exemple, dans la SNCF, est-ce que BlaBlaCar est votre concurrent? Je ne sais pas. Et en d'autres termes, est-ce que la location, l'usage en fonction du temps et transforme le secteur du transport? Et est-ce que vous auriez envie d'évoquer ici la transformation des modèles d'affaires? Alors si je comprends, disons qu'il y a deux questions dans la question peut-être. Il y a la question de l'évolution des modes de transport, d'une part, et d'autre part la question de la propriété et du partage des données entre les modes de transport pour créer de la fluidité. Bon, je ne suis pas un spécialiste du marketing et du marketing un peu strat. Pour autant, par rapport à votre première question, c'est sûr qu'il y a un impact de l'évolution du rapport à la propriété sur la façon d'utiliser les transports en commun. BlaBlaCar, il y a un principe de participation croisée avec SNCF. Ça avait fait l'objet d'une annonce dans les journaux il y a quelques temps déjà. Voilà, ça c'est un premier point par rapport à votre question. Sur le sujet des données, aujourd'hui il y a une politique assez définie au niveau de l'open data au niveau des SNCF. Après, et mon voisin de gauche ne me dira pas le contraire, pour aller vers des sujets de mutualisation un peu plus poussés des données, ça s'étudie au cas par cas. Aujourd'hui en tout cas, je vais le formuler comme ça, ce sont des réponses qui sont assez élaborées à construire, qui vont vraiment dépendre du tour de table et des usages qu'on peut avoir en cible. Et aussi, il faut de sujets de compétition également. Juste pour compléter, puisque d'un point de vue, effectivement, d'un point de vue très macro, il y a deux grands sujets. BlaBlaCar et SNCF coopèrent et sont en partie en compétition, mais sur un volume in fine relativement faible vu de la SNCF. Il y a le côté transport du quotidien d'un côté où l'Île-de-France, c'est 3 milliards de voyages par an, là où le covoiturage a dû faire à peu près 1 million de voyages en un an l'année dernière. Donc autant dire que les rapports de compétitivité sur la partie transport du quotidien sont relativement faibles. Après, sur les sujets de mutualisation de données, très clairement, dans le cadre de la mise en place du plan France Intelligence Artificielle, il y a des appels à projets sur la mutualisation de données, un petit peu comme le secteur santé qui est parti sur un mode de gouvernance de type GEP. D'autres secteurs industriels n'auront pas forcément le même type de gouvernance en termes de données. Il y a des types de gouvernance. Alors là, on est sur le sujet mobilité, mais après sur d'autres sujets de type
y compris bancaires ou médias sur les news et tout ça, peuvent avoir des modèles de gouvernance un petit peu différents. Cette ouverture des données, si je reviens sur la mobilité, de toute façon, est en train de se faire. La SNCF a certains partis pris. Par ailleurs, il y a des directives européennes qui nécessiteront l'ouverture des données en temps réel, qui faciliteront globalement la fluidification des transports dans les villes, mais pour autant ne répondent pas à la question de la gouvernance des données, des modèles d'apprentissage, des zones d'expérimentation, etc., etc. Et pour revenir à un point que Luc citait tout au début, sur l'optimisation des transports, de la réduction des temps, la fiabilisation des temps de parcours, la réduction des gaz à effet de serre, puisque le transport contribue à peu près à 43% aux émissions de CO2. Tout ce modèle-là de gouvernance reste à créer, et sans doute sous des formulations un peu hybrides, avec des parties de données qui pourraient être logées dans des data trusts ou des foundations, donc sorte d'associations permettant aussi de développer des modèles de recherche autour de ça, et des approches plutôt de type for profit, permettant d'avoir des modèles économiques associés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en prends une dernière si Thierry me permet. Alors, véhicules autonomes, il y a plusieurs types de véhicules autonomes. Je ne sais pas si David, tu veux parler côté train autonome. Par l'état de la normalisation, je voyais encore un article assez récemment là, qui est paru dans les Échos, je crois, sur au niveau de la communication entre véhicules. En ce moment, est discuté au niveau européen. Est-ce que ça sera une norme plutôt côté Wi-Fi, de communication intervéhicule, ou bien de type Wi-Fi, on va dire, ou bien une norme de type 5G. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas encore complètement tranchés aujourd'hui. Enfin, il y a des... Oui. Oui, le média. Oui, le média. Oui. Alors, de façon... Alors, il y a effectivement une activité qui est en train de se monter à l'AFNOR dans le cadre de la norme ISO, avec des travaux qui ont démarré il y a à peu près 1 an. Et effectivement, la possibilité actuellement je vous parlais plus globalement des opérateurs de transport, pas uniquement des constructeurs de véhicules, je vais vous dire pourquoi juste après, de contribuer à ça pour faire en sorte que la norme puisse être un avantage pour les acteurs européens. Côté automobile, on a la chance en Europe d'avoir quand même des constructeurs qui ont des rangs mondiaux, et d'avoir plusieurs constructeurs dans le top 5 mondial, même si certains, c'est un peu compliqué, pour certains c'est un peu compliqué en ce moment. Dans le domaine du transport du quotidien, parmi les 7 acteurs mondiaux qui gèrent des transports du quotidien, il y a 4 Français. Donc c'est un secteur où effectivement les acteurs français ont plutôt intérêt à être assez actifs sur la norme. Voilà, sachant que quand on va vers le véhicule autonome, la fusion de la partie plutôt automobile d'un côté et transporteur de l'autre est de fait naturel, puisqu'on va mettre des véhicules autonomes pour transporter plusieurs personnes en même temps. Donc la normalisation aujourd'hui est sans doute un actif assez intéressant à travailler. Elle est encore plutôt embryonnaire et neuve à tous les étages. Donc à la fois à l'étage de la couche support, donc 5G, Wi-Fi, etc. Elle est embryonnaire en partie aussi au niveau des acteurs. Parce que là, on parle des constructeurs, on parle des opérateurs de transport, mais comme vous le citiez, il y a le sujet des opérateurs d'infrastructure.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez typiquement un des sujets qui est débattu, c'est est-ce que c'est les véhicules qui parlent entre eux ou les véhicules qui parlent avec l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, en général, c'est pas... André parlait de placement produit, mais en gros, c'est pas ni Renault, ni Peugeot, ni SNCF qui font les feux de signalisation sur la route, ou les feux pour les trams et tout ça. Donc il y a aussi les acteurs qui sont plutôt des acteurs type Vinci, Bouygues, Eiffage et tout ça, qui vont être des acteurs plutôt côté construction, qui sont également à mettre dedans. Et aujourd'hui, le débat entre du véhicule à véhicule pur, du véhicule infrastructure, n'est pas tranché complètement, sachant qu'a priori, il n'y a pas de réponse, au moins technologique, si évidente que ça, parce que ça pose beaucoup... David citait le sujet Wi-Fi, 5G, tout ça. Un des gros sujets, c'est le niveau de latence. Quand on parlait tout à l'heure du risque d'accident, un accident, tout le monde sait que ça se passe en moins d'une seconde, et qu'aujourd'hui, les réseaux qui permettent des latences, donc, à l'ordre de grandeur plutôt de type millisecondes, sont assez rares, et que de toute façon, même si on va vers la 5G, le Wi-Fi aujourd'hui permet en partie ça, mais sur des types de Wi-Fi très spécifiques et non déployables de façon économiquement fiable à un niveau de l'ensemble des villes. Et la 5G, pour répondre à ça, demanderait des investissements également extrêmement importants pour garantir une couverture en tout point, en tout lieu. Parce qu'évidemment, en général, vous ne prenez pas uniquement votre voiture pour sortir de votre garage. Il se trouve que de temps en temps, vous pouvez aussi partir en vacances et aller dans des endroits où aujourd'hui, il n'y a pas forcément même de 3G. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui, je crois, vous me corrigerez si certains ont un meilleur chiffre, 7 millions de personnes qui n'ont pas encore accès ni à la DSL ni à la 3G. Merci beaucoup. Merci.